On va parler donc de préparation à la rénovation énergétique de votre bâtiment, et donc en particulier comment organiser, prioriser certains travaux et phaser les travaux de façon générale. Donc moi je m'appelle Clara, je suis conseillère énergie chez Bruxeo. Et avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, quelques règles ici pour le bon déroulement du webinaire. Donc, je vais vous demander à tous de veiller à bien éteindre votre micro. Pour information aussi, donc la réunion ici sera enregistrée, le webinaire sera enregistré. Pour les questions, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez déjà, pendant la présentation, écrire vos questions dans la chat box de Teams. Soit vous aurez la possibilité de poser vos questions directement en levant la main à la fin de la présentation. Donc voilà, ici on a fait le choix de regrouper les questions à la fin de la présentation. Mais mon collègue Thierry, qui est avec moi aujourd'hui, pourra déjà, voilà, si vous envoyez vos questions par écrit, les regrouper et peut-être répondre à certaines en cours de route. Voilà. Merci aussi de veiller à ne pas sélectionner les options donc de partage de votre écran et de prise de contrôle de la réunion. Et alors enfin, en fin de webinaire, on va vous partager un lien vers notre formulaire d'évaluation. Et donc on vous serait très reconnaissant si vous pouviez prendre 2-3 minutes pour nous faire un retour par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Ah, ah oui, ok. Oui. Alors, le programme donc du webinaire d'aujourd'hui, je vais d'abord prendre quelques minutes pour revenir un petit peu sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait chez Bruxeo et en particulier dans notre service énergie. Ensuite, on parlera des objectifs de la région de Bruxelles-Capitale en termes de performance énergétique du bâtiment et des intérêts en général de rénover de ce côté-là. Et je vais vous introduire déjà les grands principes du phasage. Ensuite, on va parcourir différents thèmes de travaux, et donc l'isolation, le chauffage, la ventilation, la surchauffe et les énergies renouvelables. Et on essaiera aussi de voir toutes les interactions qui existent en termes de phasage, etc., ce que ça a comme conséquence en termes de phasage entre ces différents postes et ces différents travaux. Avant de dire un mot sur les aides qui sont disponibles actuellement pour la rénovation énergétique, et enfin conclure avec la séance de questions-réponses. Voilà, alors Bruxeo, qu'est-ce que c'est? Qui on est chez Bruxeo? Donc Bruxeo, c'est la confédération qui représente les employeurs des entreprises à profit social à Bruxelles. Donc c'est une confédération intersectorielle et pluraliste. Et on regroupe donc parmi nos membres et les ASBL qu'on représente, des institutions qui sont actives dans des secteurs très variés, donc allant des soins de santé au secteur socio-culturel, en passant par l'action sociale, l'accueil et l'hébergement, l'éducation, l'enseignement, etc. Les missions de Bruxeo, on a 3 missions principales. La première, c'est donc en tant que confédération de coordonner et représenter les intérêts du secteur non marchand auprès des instances gouvernementales à Bruxelles. Une autre mission, c'est de proposer des services à nos membres sur différentes thématiques. Je vais y arriver tout de suite. Et enfin, Bruxeo se veut aussi être un lieu de rencontre et d'échange pour discuter, pour échanger sur les enjeux du secteur non marchand bruxellois. Donc, les services qu'on propose, ils s'articulent autour de 5 thématiques. Donc, la première, c'est l'énergie, vous aider, vous accompagner dans la réduction de vos consommations d'énergie. On
On propose aussi des services, donc via notre service décarbonation, on vous accompagne pour réduire de façon plus générale votre impact sur l'environnement. On travaille aussi sur tout ce qui est aspect juridique, réglementaire, comptable aussi, via notre service Lexeco. Et alors, on a des services autour de la diversité et l'inclusion dans les AESBL. Et on peut aussi vous aider sur tout ce qui est transition numérique via notre service DigiBru. Alors maintenant, concernant notre service énergie, donc l'idée c'est pardon, de vous proposer réellement un coaching énergétique donc pour toutes les associations bruxelloises. Ça c'est fait dans le cadre du pack énergie et donc on est reconnu et subsidié par Bruxelles Environnement. Et grâce à ça, tous nos services sont gratuits pour les ASBL. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça vaut aussi pour les autres services qu'on propose. Ils sont tous gratuits pour les ASBL bruxelloises. Nos services énergie sont bilingues. On les propose dans les 2 langues. Et voilà, on vous propose vraiment une expertise technique par rapport à la performance énergétique de votre bâtiment. Notre méthode d'accompagnement, alors en général, dans la majorité des cas, on commence par réaliser un diagnostic énergétique. Et donc concrètement, on vient visiter votre ou vos bâtiments. Donc durant la visite, on analyse vraiment différentes choses, aussi bien les parois donc de déperdition thermique, l'isolation, mais aussi les installations techniques de chauffage, de ventilation, d'air conditionné et leur régulation. Suite à cette visite, on vous propose un rapport de recommandation et ensuite on fixe une réunion via Teams pour parcourir le plan d'action, le rapport et définir, discuter du plan d'action que vous envisagez. Donc voir ensemble quelles sont effectivement les actions prioritaires, comment organiser tout ça. Et alors on vous propose ensuite un suivi annuel et donc 1 fois par an, on vous recontacte pour faire le point sur d'abord voilà, vos consommations, donc votre suivi de consommation, monitoring de consommation, et puis voir un peu ce que vous avez peut-être eu l'occasion de mettre en place ou ce que vous prévoyez de mettre en place. Et alors à côté de ça, à côté de ce service de diagnostic, on propose d'autres services également, notamment un check-up chauffage et ventilation. Donc là, on va analyser plus en détail ces installations-là et en particulier aussi leur régulation. On propose aussi des services d'assistance travaux. Et donc, si vous êtes en train de faire des travaux, vous prévoyez d'en faire, on peut vous accompagner là-dedans, vous aidant à comparer des offres, à définir un cahier des charges qui tiennent bien compte des aspects de performance énergétique. Et enfin, on a un service d'animation, de sensibilisation à l'énergie. Donc ça, c'est en particulier pour vos équipes, mais aussi potentiellement vos bénéficiaires, pour les sensibiliser. Donc voilà, parler de comment est-ce qu'on peut finalement réduire ses consommations, aussi via des mesures, des gestes, plutôt des actions comportementales. Voilà. Alors ça, c'était pour l'introduction, pour Bruxéo. Maintenant, je vous propose donc de parler un peu des objectifs de la région de Bruxelles-Capitale par rapport à la rénovation, par rapport au bâtiment, et de pourquoi finalement aujourd'hui travailler sur la performance énergétique de votre bâtiment avant de vous introduire voilà, les grands principes du phasage des travaux. Donc, les objectifs de la région. Donc, en fait, depuis juin 2021, il y a la loi européenne sur le climat qui a été adoptée et qui définit des objectifs chiffrés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Donc, Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale, a adopté en 2023, sur cette base, des objectifs chiffrés dans son plan air-climat-énergie, le PASS, euh, où donc ont été inscrits ces objectifs de réduction d'au moins 47%, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 2005, et réduction de minimum 90% à l'horizon 2050. Donc voilà, donc c'est des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, et actuellement on n'y est encore, on n'y est pas encore du tout. Ils sont encore assez loin d'être atteints. Alors concrètement, pour le secteur tertiaire, au niveau du bâtiment, l'objectif est encore plus ambitieux, puisqu'il s'agit de tendre vers des bâtiments neutres en énergie, donc d'ici à 2050, pour le chauffage, la production de chaude sanitaire et le refroidissement, pour l'ensemble donc du parc de bâtiments tertiaires bruxellois. Et ce qui est important à avoir en tête aussi, c'est que donc il y a ces objectifs qui ont été définis. Tout ça doit être encore traduit en texte de loi pour être vraiment directement applicable. Mais en tout cas, voilà, il y a une vraie intention qui est bien présente. Il y a des choses probablement qui vont arriver encore, une obligation de certificat pour le tertiaire, notamment, certificat PEB. Et il y aura aussi probablement des seuils de performance énergétique à respecter avant 2050, avant cet objectif 2050. Donc c'est important voilà, de se préparer à tout ça. Je vais mentionner aussi encore la nouvelle taxe carbone qui va arriver. Donc, ça fait quelques années déjà qu'on a en Europe un système d'échange de quotas d'émissions. Donc, le principe, c'est plus une activité consomme de carburant ou de gaz et donc a d'émissions de gaz à effet de serre, plus elle doit payer. Donc, c'est le système ETS ou marché carbone. Et ce système va être étendu aux bâtiments et aux transports dès 2027, donc c'est demain, avec comme conséquence une très probable hausse du prix du carbone et du prix donc des énergies, notamment le gaz. Et vous avez peut-être suivi cela aussi, mais en parallèle, l'accord budgétaire de l'Arizona prévoit donc une augmentation progressive des accises sur le gaz. Donc voilà, il est probable que le prix des énergies, en particulier du gaz, du mazout, augmente dans les prochaines années. Et donc autant de raisons voilà, si vous n'êtes pas déjà engagé dans une démarche de travaux de rénovation énergétique, de s'y préparer en tout cas. Alors voilà, donc on va devoir travailler pour améliorer la performance énergétique du bâti bruxellois. Donc évidemment, ça ne va pas se faire en un jour, parce que le parc actuel de bâtiments n'est pas très performant. Et donc c'est quelque chose qui va devoir se faire par étapes, selon vos budgets, mais aussi la nécessité parfois de maintenir une occupation de votre bâtiment, etc. Donc on va avoir dans la majorité des cas un phasage. Et donc, l'idée de ce séminaire, c'est vraiment de discuter de comment on fait ça de façon intelligente, comment rénover votre bâtiment par étapes. Alors, de manière générale, la stratégie pour qu'un bâtiment devienne neutre en énergie, c'est donc de phaser les travaux en fonction des budgets disponibles, potentiellement des aides aussi. C'est de penser toujours aussi sur le long terme, et notamment considérer des normes d'isolation qui soient ambitieuses. Et donc voilà, pour le moment, les valeurs minimum dans la PEB
Il faut savoir qu'elles ne sont pas tout à fait suffisantes pour atteindre ces objectifs de neutralité carbone en 2050. Et donc, nous, on encourage vivement à aller au-delà des normes. Donc, dans les rapports qu'on fait et les recommandations, je vais y revenir tout à l'heure, mais donc, voilà, penser ambitieux en termes de normes d'isolation. C'est important aussi, voilà, donc d'avoir cette vision à long terme et de penser dès le départ aux travaux qu'on prévoit de faire par la suite. Ce qui va permettre aussi, voilà, en choisissant le bon ordre, d'éviter des situations de blocage ou de surcoût. Si on commence par faire une série de travaux avant d'autres et que le sens n'a pas été bien, l'ordre n'a pas été bien réfléchi. Donc, par exemple, poser des panneaux photovoltaïques sur une toiture qui n'a pas été isolée ou avec une couverture, un recouvrement en mauvais état, bon, bah, c'est pas une bonne idée parce qu'il va falloir euh, euh, défaire l'installation au moment d'isoler ou de refaire la toiture. Et donc, forcément, il va y avoir des surcoûts. Parfois, il y a des choses aussi qui vont bloquer simplement les travaux à venir, parce que ce sera plus du tout rentable, etc. Donc, voilà, il y a vraiment un ordre à respecter, et ce sera un des objectifs ici du webinaire, de vous parler de tout ça. Alors, ce qui est important aussi, donc la stratégie de rénovation, c'est un processus itératif qui nécessite un plan d'action à plusieurs niveaux et c'est important de réévaluer périodiquement la situation. Donc, voilà, c'est très important de d'abord bien faire l'état des lieux, où on en est. Euh, Ensuite, de réfléchir en termes de sobriété, donc d'abord réduire le besoin énergétique dans la mesure du possible. Penser aussi en termes d'efficacité énergétique, donc optimiser le fonctionnement des installations de chauffage, etc. Euh, Penser à énergie renouvelable. Euh, et voilà, comme je le disais, réévaluer périodiquement la situation. Alors, voilà ici quelques exemples de questions qu'on rencontre souvent dans notre travail, lors des visites, des échanges qu'on a avec les associations. Euh, et donc, typiquement, bah voilà, à quel moment de mes travaux de rénovation changer le mode de chauffage? Est-ce que c'est plutôt avant, après avoir isolé? Une autre question, ça pourrait être, bah voilà, les panneaux solaires, voilà, j'ai l'intention d'en installer, c'est intéressant pour le moment. À quel moment le faire? Si je dois ou je pense changer mes châssis, euh, est-ce que je le fais de nouveau avant isolation, après isolation? Euh, Aussi tout ce qui concerne les pompes à chaleur dont on entend beaucoup parler. Et donc voilà, ici dans l'exposé d'aujourd'hui, on va essayer de clarifier certaines choses et de vous donner des pistes de réflexion par rapport à tout ça, à toutes ces questions. Voilà, alors maintenant pour définir votre stratégie de rénovation. Donc, la ligne directrice vraiment par rapport à cette stratégie, c'est de bien définir l'état actuel de votre bâtiment. Donc, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses parois, quel est le volume occupé et donc chauffé du bâtiment. Et alors ensuite d'imaginer vraiment l'état final auquel on va arriver en 2050. euh, Quand tout aura été parfaitement réalisé, quand on aura parfaitement isolé l'enveloppe, quand on aura un mode de chauffage, euh, voilà, éventuellement différent, mais en tout cas performant, peut-être des sources d'énergie renouvelables, etc. Euh, et alors, donc, voilà, on va prévoir a priori une évolution par étapes. C'est rare de tout faire en une fois. Euh, alors, quelques grands principes pour bien phaser. Le premier conseil sur lequel on veut insister, c'est euh, qu'il vaut mieux faire très bien une partie dans un premier temps, plutôt que de vouloir en faire trop, mais sans bien le faire.
Et donc voilà, on vous recommande de plutôt bien isoler, par exemple, une paroi, une façade, une toiture, avec donc des normes d'isolation de performance ambitieuses, plutôt que d'essayer d'isoler un peu à droite, à gauche, sans le faire suffisamment bien. Ce qui fera que peut-être dans 5, 10, 20 ans, vous aurez à refaire ces travaux, mais à ce moment-là, ce sera plus forcément rentable, il y aura des surcoûts. Et donc ça, c'est voilà, c'est un piège qu'on essaye d'éviter. L'autre grand principe, c'est d'essayer de fonctionner par zone, et donc de prendre, voilà, par exemple, une façade, et de se concentrer dans un premier temps sur cette zone-là. Et alors enfin, de réfléchir en termes de ce qui a évidemment le plus d'impact ou ce qui est le plus rentable financièrement. Et donc, voilà, sur un bâtiment moyen, généralement, là où il y a le plus de déperdition thermique, par exemple, c'est la toiture, parce que l'air chaud monte et donc, voilà, par convection, on va avoir cet air chaud qui va s'accumuler en dessous de la toiture. Et, s'il y a une faiblesse en termes d'isolation ou d'étanchéité, où il y a pas mal de courants d'air, on va avoir finalement beaucoup de pertes de chaleur via la toiture. Alors ici, voilà, on vous propose de, de réfléchir en termes d'étapes. Et donc, on vous propose ici 4 étapes euh, pour la rénovation énergétique de votre bâtiment. Donc la première étape, ce sera vraiment de réfléchir au low hanging fruit, donc ce qui est facilement accessible, ce qui ne nécessite pas des investissements très importants. Et donc la première chose, ce sera par exemple regarder la régulation de vos appareils, de vos installations, de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation, etc. Euh, Ensuite, un autre critère, ça peut être regarder en fait ce qui est en fin de vie, ce qui devra de toute façon être remplacé. Et donc à ce moment-là, et voilà, essayer évidemment de remplacer par quelque chose de plus performant. Euh, voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais sur certaines installations aussi, parfois ça peut être intéressant d'avoir une étape intermédiaire parce qu'il y a des équipements qui ont une durée de vie limitée d'une vingtaine d'années. Et donc, de toute façon, c'est des choses qui vont pas forcément durer jusqu'à 2050 et au-delà. Et donc, parfois, ça peut être intéressant aussi de remplacer ce qui doit être remplacé par quelque chose de performant, mais qui n'est peut-être pas votre solution finale, la solution finale que vous voudriez. Euh, mais donc, voilà, d'avoir cette étape intermédiaire. Et alors à cette étape-là aussi, ben voilà, il y a toute une série de gestes de sobriété énergétique qui peuvent être adoptés. Et donc typiquement, voilà, mettre un gros pull, s'habiller plus chaudement pour réduire les besoins en chauffage. Et alors enfin, il y a une série de quick wins, c'est des choses qu'on essaie de mettre en évidence dans les rapports qu'on fait. Euh, donc c'est des choses qui coûtent vraiment pas grand-chose et avec des bénéfices immédiats. Et donc, ce sera des choses comme, par exemple, isoler vos conduites de chauffage, de chaude sanitaire, euh, dégager vos radiateurs, mettre des panneaux réfléchissants peut-être derrière les radiateurs, etc., etc. Voilà. Après cette première étape, euh, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment réfléchir aux points faibles que vous avez sur votre bâtiment en termes d'isolation de chauffage. Euh, Et donc, point faible et postes finalement qui vont nécessiter des travaux plus ou moins urgents. Et donc, quelques exemples ici. Voilà, si vous avez un roofing d'une toiture qui est en mauvais état, une chaudière qui tombe souvent en panne, des châssis que vous n'arrivez plus à bien fermer ou des choses comme ça. Voilà, ça peut être des choses qu'on va prioriser. Euh, voilà. Alors ensuite, on va vraiment réfléchir aux différentes phases des travaux. Euh, et donc pour ça, comme je le disais au début,
on va vraiment essayer de choisir des critères ambitieux et donc rénover aujourd'hui, mais à la hauteur des exigences qu'on risque d'avoir dans le futur. Donc, par exemple, on avait ces dernières années des primes à la rénovation. Et donc, par exemple, pour les toitures, on exigeait une résistance thermique minimum de 4. Euh, mais nous, on vous recommande vivement de viser plutôt en une résistance thermique de 8 dans ce cas-là, jusqu'à 8. Donc, c'est des normes qui sont comparables à celles qu'on voit dans les bâtiments passifs. Mais voilà, mais qui sont plus cohérentes avec les objectifs de neutralité carbone de la région. Euh, et donc de cette façon-là, voilà, vous évitez de devoir refaire, devoir améliorer votre isolation dans un second temps. C'est important aussi de réfléchir pour que ce que vous mettez en œuvre soit compatible avec les travaux que vous allez faire par la suite. Et donc, par exemple, si vous changez, si vous isolez votre façade et que vous avez besoin de changer vos châssis par la suite, c'est des choses qui sont importantes à garder en tête et à prévoir déjà dès le départ. Euh, et de façon plus générale, de penser en fait les différentes interactions qu'il peut y avoir entre les travaux et qui sont parfois à un endroit dans une zone du bâtiment, mais qui peuvent aussi avoir lieu à différents endroits. Et un exemple, c'est les châssis. Si vous changez, si vous remplacez vos châssis, euh, vous allez réduire le renouvellement d'air parce que vos châssis seront plus étanches, il y aura moins de fuites. Et donc, c'est important à ce moment-là de prévoir, en tout cas de penser déjà à un système de ventilation mécanique. Voilà. Alors, quelques exemples ici pour cette première phase de travaux. Donc, donc ici, c'est pour un bâtiment qui n'a pas du tout encore été isolé. On regarde, voilà, vraiment, on s'intéresse vraiment au volume qui est chauffé, qui est ici indiqué en jaune pâle. Et des travaux qui auraient du sens à cette première étape, ce serait par exemple isoler le plancher des combles. Donc ça, c'est quelque chose si les combles sont inoccupés, hein, ce qui est le cas ici, on voit le volume chauffé s'arrête donc à cette hauteur-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très vite rentable, avec un temps de retour sur investissement assez faible. Donc, donc intéressant de commencer par là. Dans le même ordre d'idée, vous pourriez isoler le plafond de vos caves. De nouveau, si les caves ne sont pas occupées, ne sont pas chauffées. Isoler la toiture plate. Donc, on en a parlé, les toitures, c'est souvent la première cause de déperdition thermique. Et donc, voilà, on a, grâce à ça, des temps de retour sur investissement qui sont relativement bons aussi. Et on pourrait, voilà, en profiter du fait de refaire cette toiture pour installer aussi des panneaux solaires. Voilà, en sachant qu'avec les certificats verts, le mécanisme des certificats verts, c'est encore relativement intéressant aujourd'hui en termes d'investissement aussi sur le plan financier. Voilà, et avec donc l'ensemble de ces mesures, hein, on peut espérer un gain d'énergie ici d'environ 50%. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc on a parlé de réévaluation périodique. Donc ici, important à cette quatrième étape une fois cette première phase de travaux réalisée, vraiment réévaluer ce qui reste, les points faibles qui restent. Et quelques exemples ici donc pour une deuxième phase de travaux. Donc là, on pourrait par exemple isoler la façade arrière. Souvent, c'est quelque chose qui est plus simple à faire que la façade avant, en tout cas à Bruxelles. Et on vous conseille, on vous recommande vivement de le faire par l'extérieur pour assurer une bonne continuité de l'isolation. Mais je vais en reparler. On pourrait profiter aussi de cette isolation pour changer les châssis arrière. On a dit fonctionnement par zone. Là, il y a forcément des interactions entre ces deux travaux. Voilà. Et alors, qui dit changement de châssis
dit qu'on va gagner en étanchéité du bâtiment. Donc, il y aura moins de ventilation naturelle et donc, à ce moment-là, on devrait aussi penser ou peut-être placer directement un système de ventilation mécanique. Euh, voilà. Et donc, pour cette deuxième phase de travaux, ici aussi, on va avoir un gain d'énergie assez important qui sera de l'ordre de 50% de la consommation restante après la première phase illustrée. Voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction, pour les grands principes. Maintenant, je vous propose de rentrer plus dans le détail sur tout ce qui est isolation. Donc, la première chose, le grand principe pour une isolation de qualité, c'est de veiller à la continuité de l'isolant. Donc, pour ce faire, idéalement, vous devriez pouvoir faire le tour de l'isolation de votre bâtiment sans jamais lever le crayon du papier. Voilà, si vous arrivez à le faire sans jamais lever le crayon, à ce moment-là, vous êtes sûr de ne pas avoir de pont thermique, à condition que ce soit bien fait. Voilà, alors évidemment, ça c'est l'idéal. Dans la pratique, la plupart du temps, c'est pas possible de le faire sans discontinuité du tout, mais on va essayer de faire au mieux et en tout cas de garder en tête ce principe-là. Alors, on va se poser la question souvent, est-ce qu'on isole par l'intérieur ou par l'extérieur? Comme je le disais il y a quelques minutes, nous on vous recommande toujours de privilégier une isolation par l'extérieur dans la mesure du possible. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on isole par l'intérieur, comme c'est le cas ici à gauche, on va d'office avoir une discontinuité au niveau du plancher entre les deux étages, une discontinuité de l'isolant qui est schématisée donc en jaune. Et donc, on risque d'avoir des ponts thermiques. Donc ici, finalement, il va y avoir la chaleur qui, à travers la dalle, va se transmettre vers le mur extérieur. Et donc, on va avoir une déperdition. Tandis que sur le schéma de droite, ici, on voit une isolation par l'extérieur. Et dans ce cas-là, on n'a pas de discontinuité a priori. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant en termes de performance énergétique. Après, évidemment, voilà, le contexte bruxellois est ce qu'il est. Les façades ont souvent une valeur patrimoniale. Et donc, et puis il y a les règles urbanistiques de façon plus générale. Donc parfois, on n'a pas le choix, on doit le faire par l'intérieur. Et il y a des façons aussi de veiller à limiter les ponts thermiques quand on fait une isolation par l'intérieur. Alors une autre solution qui peut être intéressante pour l'isolation des façades, si vous avez une coulisse, donc dans beaucoup de bâtiments, on a un mur porteur, un espace de vide ventilé et un mur de briques de parement. Et donc en fait, on a une coulisse entre les deux parois dans laquelle on peut assez facilement injecter un isolant. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est assez peu cher, qui peut se faire assez facilement. Après, en termes de performance, ça ne vous permettra pas d'atteindre donc les normes de performance ambitieuses qu'on a mentionnées. Il faudra par la suite ajouter une autre isolation. Mais voilà, ça peut être une première solution transitoire et assez vite rentable, assez vite intéressante. Alors peut-être quelques mots aussi donc, par rapport aux pertes d'énergie, aux déperditions thermiques. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que les déperditions thermiques sont proportionnelles à la surface des parois de votre bâtiment et au coefficient de transmission thermique, donc c'est le facteur U. Donc par rapport à la surface, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon la géométrie, l'agencement de votre bâtiment, les pertes seront plus ou moins importantes.
Donc, si on compare un bâtiment plus ou moins cubique, ici, de 2 étages, si on a un bâtiment, voilà, un seul étage, on va avoir plus de surface en comparaison pour le même volume, et donc on va avoir plus de déperdition. Même chose si on a un bâtiment avec une forme un peu plus complexe, un peu irrégulière. Et par contre, dans le cas des bâtiments de façade, hein, comme on en a beaucoup à Bruxelles, là, on va avoir moins de déperdition en comparaison avec notre bâtiment de référence. Donc, par rapport à ce coefficient de transmission thermique de la paroi, donc, qui s'exprime en watts par mètre carré par Kelvin, ici, quelques valeurs de référence pour différents types de parois. Donc, pour un simple vitrage, par exemple, on va être sur une valeur U d'environ 5,86. Pour un linteau en béton, on va être de l'ordre de 4. Pour un simple double vitrage, un double vitrage classique, on va être à 2,8 environ. Et pour un mur non isolé, une valeur 2. Tandis que pour des parois, voilà, avec des bonnes performances bien isolantes, par exemple un double vitrage performant, on sera de l'ordre de 1. Pour de triples vitrages, de l'ordre de 0,6. Et pour des murs bien isolés, on sera voilà, entre 0,12 et 0,24. Voilà, et donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce facteur U, en fait, il va influencer la consommation de gaz par mètre carré par an. Donc plus la valeur U est importante, plus la consommation de gaz va être importante. Voilà, alors j'ai mentionné au début, mais donc ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que les normes d'isolation, elles risquent d'évoluer. Donc en réalité, ces normes ont déjà évolué un peu partout en Europe. Et donc c'est vraiment important d'essayer d'anticiper les normes d'isolation. Voilà, elles risquent fortement d'être rendues plus strictes. Et donc on a tout intérêt à aller dès aujourd'hui vers des valeurs plus exigeantes. Et donc, par exemple, ici pour les murs, nous, on vous recommande de viser un U de 0,15 qui correspond à une résistance thermique de 6,5. Pour les toitures, donc première cause de déperdition thermique, on vous conseille une valeur R de 8, une valeur de résistance thermique de 8. Alors pour les caves, une résistance thermique de 4, c'est déjà très bien, puisque ce sont des parois qui seront pas aussi exposées au froid extérieur. Et alors pour les vitres, si vous avez du double vitrage, on vous recommande de viser une valeur U de 1,0 et pour du triple vitrage de 0,6. En sachant que, donc ça c'est pour le vitrage, les châssis ont un peu moins bonne performance thermique. Voilà. Et enfin, quelques points d'attention par rapport à l'isolation. Donc, si vous isolez votre toit plat, par exemple, ici par l'extérieur, et que vous prévoyez d'isoler aussi votre façade par l'extérieur, il y a ici, a priori, un pont thermique entre les deux qui va exister. Et donc, pour éviter ce pont thermique, c'est important de penser aussi à l'isolation des acrotères. Donc, vraiment faire le tour ici. Voilà, même si vous n'isolez pas vos murs directement, que vous allez le faire dans un second temps, c'est important déjà dès le départ de prévoir cette isolation-là. Un autre point d'attention, c'est au niveau des châssis. Donc,
souvent, même si on a une isolation par l'extérieur des façades, on risque d'avoir des ponts thermiques entre la façade, entre le mur et le châssis. Mais il y a des solutions qui permettent voilà, de réduire ou de couper ces ponts thermiques. Donc, par exemple, en changeant le rebord de fenêtre et en découpant potentiellement une partie du linteau pour vraiment assurer une continuité de l'isolant. On peut le faire aussi avec un retour d'isolant. Et dans tous les cas, ce qui est vraiment essentiel, c'est d'anticiper comment vont être isolés les murs avant de remplacer les châssis ou au moment de remplacer les châssis. Et si vous avez la possibilité, en fait, idéalement, de prévoir ces deux travaux en simultané. Donc, si vos châssis doivent être remplacés parce qu'ils présentent, par exemple, des défauts, qui ferment plus bien, etc., dans l'idéal, isoler la façade au même moment. Comme ça, vous pourrez vraiment déplacer vos châssis, les mettre donc dans la continuité. Ici, c'est pas illustré, mais dans la continuité de l'isolation. Et de cette façon-là, voilà, vous devrez pas. Ce sera plus simple à mettre en œuvre. Euh, voilà. Alors, par rapport aussi au vitrage, plutôt double, triple vitrage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le triple vitrage, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais enfin, ça reste quand même fort coûteux par rapport à du double vitrage. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on va recommander plutôt si vous avez des surfaces de vitrage assez importantes ou pour des vitrages qui sont exposés orientés nord. Euh, voilà. Par contre, en termes de vitrage, ce qui est intéressant, c'est de regarder vraiment la température à la surface de votre vitrage. Et donc ici, c'est illustré pour un cas où on a 0 degré à l'extérieur, 20 degrés à l'intérieur de notre bâtiment. Et ici, on va regarder la température à la surface de la vitre côté intérieur. Donc, dans le cas d'un triple vitrage, on aura une température ici de 18,5 environ. Pour du double vitrage performant, on va avoir 17,3 degrés. Pour du double vitrage simple, là, on a beaucoup moins, on est de l'ordre de 12,8 degrés. Et pour du simple vitrage, ici, on est très en dessous aussi, on a 5,6 degrés. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, en fait, quand on est à proximité d'une paroi, d'une surface froide, donc comme un simple vitrage ou un double vitrage classique, alors en fait, on va vraiment avoir une sensation de froid, donc qui est due au rayonnement, mais aussi à une convection importante à proximité de la paroi. Et donc, même si on a notre température intérieure qui est assez élevée, si on se tient voilà, à côté de cette paroi à 12 degrés, on va avoir une sensation d'inconfort. Et donc, ça va nous pousser en fait à augmenter le chauffage. Alors que si on a une paroi qui est plus chaude, donc ici par exemple avec un double vitrage performant ou du triple vitrage, en fait, même si la température de la pièce est plus faible, la sensation de confort sera plus importante. Voilà. Et donc, le remplacement des châssis, c'est vrai qu'en termes de diminution des déperditions thermiques, ça va évidemment avoir des conséquences, mais enfin, voilà, elles seront relativement limitées, elles ne seront pas si extraordinaires. Par contre, il y a ce gain indirect qui est important à avoir en tête, c'est qu'en fait, si vous changez, voilà, si vous avez du simple vitrage ou du vieux double vitrage, en changeant pour quelque chose de plus performant, vous allez probablement devoir chauffer un peu moins pour la même sensation de confort thermique. Voilà. Et enfin, toujours sur le double versus triple vitrage. Donc, le triple vitrage, je disais, voilà, si on a des grandes surfaces de vitrage, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et aussi pour les expositions nord, puisque c'est des endroits où voilà, il va toujours faire
Il y aura toujours de l'ombre, il va toujours faire plus froid. Euh, Par contre, le double vitrage sur d'autres expositions, donc typiquement au sud, euh, peut être plus intéressant parce qu'alors, en fait, ça va nous permettre de gagner un peu de chaleur en mi-saison. Et donc, c'est intéressant aussi. Ça va nous éviter de devoir chauffer autant à certains moments. Et donc, pour illustrer ici, on a repris un schéma d'une conception bioclimatique du bâtiment, où en fait, en hiver ou en mi-saison, quand le soleil est plus bas, on va essayer en fait de capter le soleil, de le faire rentrer dans la maison, tandis qu'en été, quand le soleil est plus haut, on va plutôt justement essayer d'éviter qu'il rentre à travers les vitrages pour éviter la surchauffe. Voilà. Et alors enfin, on voulait attirer votre attention sur l'importance de l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau dans le bâtiment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les bâtiments, bon en général, mais à Bruxelles en tout cas, historiquement, ils étaient plutôt ouverts au courant d'air. Donc ça permettait en fait un renouvellement d'air euh, tout à fait naturel. Euh, Par contre, évidemment, le désavantage de ça, c'est que la chaleur, voilà, elle part un peu par toutes ces ouvertures, par tous ces trous. Et donc, pour éviter ces déperditions thermiques, c'est important d'avoir une bonne étanchéité à l'air du bâtiment, tout en ayant donc un système de ventilation qui permet voilà, d'apporter, de renouveler l'air correctement euh, avec les bons débits. Euh, donc, juste prévoir l'échange d'air qu'il faut, dont on a besoin dans le bâtiment. Et éviter voilà, que les jours de grand vent, de tempête, en fait, on ait trop de ventilation, tandis que les jours où sans vent, en fait, ça ventile pas du tout ou très peu. Euh, voilà. Et alors, on va aussi parler ici d'étanchéité à la vapeur d'eau. Donc, ce qui est important à avoir en tête, c'est que donc les êtres humains, on rejette beaucoup de vapeur d'eau. On parle d'environ 1 litre par 24 heures pour une personne, donc c'est énorme. Et l'air intérieur va être plus humide. Donc l'air est plus chaud. Quand il est plus chaud, il peut contenir une quantité de vapeur d'eau dissoute plus élevée. Euh, mais le problème, c'est que si cet air chaud rencontre une paroi qui est plus froide, il risque d'y avoir des problèmes de condensation. Euh, et donc voilà, comme je disais, éviter d'avoir un renouvellement d'air qui soit trop important, qui soit excessif, parce que c'est quand même une grosse dépense d'énergie. Par contre, voilà, bien veiller à un bon renouvellement d'air pour éliminer l'humidité. Euh, voilà, parce que le problème, c'est que si on a un bâtiment qui n'est pas très bien conçu, on peut avoir la vapeur d'eau finalement de l'air qui va se condenser, donc toujours sur les parois froides, et elle pourrait se condenser par exemple dans l'isolant, euh, ce qui va amener une détérioration de l'isolant, une moins bonne performance finalement, et à long terme aussi, cette humidité, elle peut vraiment entraîner des dégâts au niveau de l'isolant, mais aussi au niveau du bois, par exemple dans votre toiture, de la charpente. On risque d'avoir de la mérule et donc même des problèmes d'effondrement de toiture. Euh, donc voilà, donc vraiment important, en particulier pour les toitures, de réfléchir par rapport à la vapeur d'eau et donc d'avoir un pare-vapeur ou un frein-vapeur pour couper le passage de cette vapeur d'eau entre l'intérieur du bâtiment et l'espace où on a l'isolant. Voilà. Donc ça, c'était pour l'isolation.
Maintenant, je vous propose de parler un petit peu du chauffage. Et donc, dans votre phasage des travaux, à quel moment penser au chauffage? Quelles sont les priorités là-dessus? Et voilà, comment juste l'organiser, l'agencer par rapport à d'autres aspects de rénovation, l'isolation, etc. Donc, un petit rappel donc, sur les principes généraux du chauffage. Donc, dans une installation de chauffage, on a plusieurs éléments. On a d'abord une chaudière qui va avoir un certain rendement de production, donc ici. Ensuite, l'eau chaude qui va être chauffée par la chaudière, elle va circuler dans le bâtiment et être diffusée dans les pièces de vie, soit via des radiateurs, soit via du chauffage au sol ou parfois des convecteurs. Et donc, on va avoir ici deux rendements aussi, un rendement de distribution avec donc des pertes à travers les tuyaux, notamment de chauffage, les parois des tuyaux. Et alors, on va avoir des pertes aussi et un rendement plus ou moins bon au niveau des émetteurs de l'émission. Donc, par exemple, pour des radiateurs, si on a des radiateurs qui sont encombrés, qui ne sont pas très bien dimensionnés, où il y a de l'air, parce on les a pas purgés régulièrement, on va avoir un rendement qui est moins bon. Et alors, enfin, on a un rendement au niveau de la régulation. Donc, ça, c'est très important aussi. Avec une bonne régulation, on peut gagner jusqu'à 20% euh, en termes d'économie d'énergie. Voilà, alors ici, un schéma donc pour montrer tout ça. En fait, ici, si on regarde la flèche en partant du bas, euh, cette flèche représente la consommation finale totale pour le chauffage, donc la consommation en combustible ou en électricité, voilà, dont on va avoir besoin pour chauffer notre bâtiment. Euh, donc, la plus grosse partie de cette flèche, elle va permettre vraiment de chauffer le bâtiment. Donc, c'est les besoins nets d'énergie pour le chauffage. Et ici à droite, on voit les pertes donc, que j'ai mentionnées au niveau de la production, de la distribution de l'émission et aussi au niveau de la régulation. Euh, et ce qui est important ici quand même à garder en tête, c'est que si on regarde seulement les pertes de production, donc au niveau de la chaudière, et en réalité, voilà, elles peuvent être diminuées, mais ça représente seulement de l'ordre de 3 à 15%. Et donc le message ici, c'est avant de remplacer votre installation de chauffage, avant de remplacer votre chaudière, en fait, on vous recommande d'abord de vous intéresser plutôt à vos besoins nets d'énergie pour le chauffage, qui sont ici la partie la plus importante de la flèche. Et voilà, et ne pas vous précipiter, disons, sur le remplacement du système de l'installation de chauffage, sauf évidemment s'il est défaillant, s'il y a vraiment des problèmes. Donc, besoin net en chauffage, encore quelques mots d'explication. Donc, en réalité, dans un bâtiment n'est jamais parfaitement isolé. Et donc, il va toujours y avoir des pertes de chaleur. Et les besoins nets en chauffage, c'est vraiment ce qui permet de compenser ces pertes et donc d'assurer une température constante dans votre bâtiment. Euh, et donc l'idée, voilà, ici, c'est de diminuer dans la mesure du possible, c'est d'optimiser ces besoins nets en chauffage. Et pour les diminuer, il y a plusieurs possibilités. Donc la première, ce sera évidemment voilà, d'isoler les parois, on en a parlé, en essayant aussi voilà, d'avoir la meilleure étanchéité à l'air possible. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. On peut essayer de récupérer la chaleur sur l'air qu'on extrait du bâtiment, donc en ventilant. Je vais en reparler dans le chapitre, dans la partie suivante. Et alors, on peut aussi travailler sur les apports solaires. Donc, j'en ai un petit peu parlé avec l'exemple de maisons bioclimatiques. Et donc, c'est voilà, tout le jeu d'essayer de valoriser les apports solaires tout en évitant la surchauffe en été.
Voilà. Et donc voilà, donc vraiment essayer d'avant de remplacer votre système de chauffage. D'abord essayer de travailler sur vos besoins en chauffage, de les limiter, de les diminuer dans la mesure du possible. Et pourquoi est-ce que c'est important aussi? En fait, ça va permettre le jour où vous remplacez votre chaudière, euh, de bien la dimensionner par rapport à vos besoins. Et donc d'éviter de surdimensionner. Et c'est important parce que, bon, bah, déjà, une installation plus importante risque de vous coûter plus cher. Mais aussi, surtout, parce qu'une installation qui est surdimensionnée va avoir un moins bon rendement. Euh, et donc, voilà, finalement, ce sera moins intéressant si votre installation est surdimensionnée par rapport à vos besoins. Et donc, dans le processus, on va en fait essayer de remplacer l'installation de chauffage le plus tard possible dans nos travaux, dans notre stratégie globale de rénovation énergétique. Voilà. Et quelques mots encore ici sur les pompes à chaleur, puisque c'est quelque chose dont on parle de plus en plus ces dernières années. Donc, en fait, à quel moment c'est intéressant de placer une pompe à chaleur, dans quel cas de figure? Donc, les pompes à chaleur, il en existe de trois types, euh, dépendamment de où on va chercher la chaleur. Donc, il y a les pompes à chaleur aérothermiques, on va chercher la chaleur dans l'air environnant, l'air extérieur environnant. Les pompes à chaleur hydrothermiques, on va chercher la chaleur dans l'eau, généralement les eaux souterraines. Et enfin, on a les packs géothermiques, où on va chercher la chaleur, pardon, dans le sol. Et donc, l'air, l'eau ou le sol ici, selon le type de pompe à chaleur, c'est ce qu'on appelle la source froide. Et la source chaude, ça c'est l'eau de notre circuit de chauffage, donc l'eau qui est distribuée dans le bâtiment pour le chauffer. Donc une pompe à chaleur, c'est caractérisé par son coefficient de performance, le COP, le rendement en quelque sorte. Et ce COP, en fait, il va dépendre de deux choses principalement. D'abord, la température de la source froide, donc l'air, l'eau ou le sol. Et ensuite, la différence de température entre la source chaude et la source froide. Et donc, de façon générale, en fait, le COP, il va être d'autant plus important. Donc ici, il est représenté en ordonnée. Et on a la température de la source froide en abscisse. Et donc, on voit que le COP est plus important si la température de la source froide est plus importante. Et par rapport à la source chaude ici, donc le COP sera meilleur en fait si on doit moins chauffer l'eau de notre circuit de chauffage de distribution. Donc ici, typiquement, la courbe bleue, pour une température d'eau de 35 degrés, le COP sera meilleur que pour une température de 45 degrés. Voilà. Mais donc, ce COP, ce rendement, ce n'est pas une valeur qui est constante. Et donc, selon les variations de température de la source froide et de la source chaude, pendant tout au long de la saison de chauffe, voilà, ça va influencer finalement les performances de notre système. Et donc, dans quel cas, en fait, on va privilégier l'utilisation d'une pompe à chaleur? C'est lorsque la température de la source chaude est plus basse. Et donc, ça fonctionne bien quand on a un chauffage par le sol et pour des bâtiments bien isolés. Parce que si notre bâtiment est bien isolé, on aura un besoin en chaleur, en chauffage moins important. Et donc, on pourra diminuer la température de l'eau de chauffage. Par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on vous déconseille si vous avez un bâtiment qui est peu isolé, avec des radiateurs.
Voilà, c'est quelque chose qui sera très peu performant dans ce cas de figure-là. Voilà. Et alors aussi, on peut mentionner que la pompe à chaleur est plus intéressante quand la température de la source froide est plus importante. Et donc finalement, température extérieure. Et donc c'est le cas en mi-saison pour la pompe à chaleur aérotherme notamment. Et les performances sont plus importantes aussi quand la température de la source froide est relativement constante. Et donc, c'est un peu plus intéressant pour les pompes à chaleur géothermiques, même si c'est aussi le système le plus cher. Donc, voilà, à garder en tête. Alors encore deux petites précisions par rapport aux pompes à chaleur. Donc, on parle en fait souvent de pompes à chaleur avec des rendements supérieurs à 1, de l'ordre de 2,5, 3, 3,5. Donc on se dit, ah oui, ok, donc c'est quand même des valeurs qui peuvent sembler impressionnantes en termes de performance, de rendement. Euh, Quand même deux points d'attention par rapport à ça. Le premier, c'est que, comme je vous ai dit, le COP, il va fort varier selon les températures de la source froide, de la source chaude, donc au cours d'une saison de chauffe. Et donc, ce qui est plus intéressant à regarder finalement, c'est la valeur moyenne, en quelque sorte, sur toute la saison de chauffe. Et ça, c'est ce qu'on appelle en français le SCOP, SCOP, ou le SPF en anglais. Donc, c'est voilà, c'est le COP saisonnier. Et alors, l'autre chose à garder en tête aussi, c'est que votre pompe à chaleur, elle va consommer de l'électricité qui n'est pas une énergie primaire, comme le gaz ou le mazout. Et donc, en réalité, voilà, pour produire de l'électricité, il y a de l'énergie primaire qui a été utilisée. Donc, en général, on considère que pour 1 kWh d'électricité, il a fallu 2,5 kWh d'énergie primaire. Et donc, c'est voilà, c'est intéressant de regarder finalement en rendement en énergie primaire, donc qui est égal au SPF divisé par 2,5. Et c'est cette valeur-là qu'on pourra comparer finalement au rendement d'une chaudière classique. Par exemple, une chaudière gaz à condensation, rendement qui est de l'ordre de 95%. Voilà, donc se méfier de ces annonces qui peuvent laisser penser qu'on a des rendements en fait assez incroyables avec une pompe à chaleur. En réalité, si on compare des choses comparables, euh, voilà, le bilan n'est pas aussi clair. Après, voilà, c'est quelque chose qu'on vous recommande si vous en avez les moyens et que vous avez effectivement un bâtiment qui est bien isolé, mais pas dans le cas contraire ou pas directement. Encore un petit point d'attention, voilà, certaines personnes nous disent, ah oui, mais moi j'ai des panneaux photovoltaïques ou je compte en installer, et donc est-ce que ce serait pas cohérent avec une pompe à chaleur? En fait, attention quand même. Donc effectivement, ce sont deux équipements, deux installations qui vont dans la direction qui utilisent ou qui produisent des énergies renouvelables, et donc ça va dans le sens de la transition énergétique. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Et transition environnementale au sens plus large. Par contre, en fait, souvent, finalement, votre production solaire sera la plus faible en hiver, et c'est à ce moment-là que vous aurez le plus besoin aussi de votre pompe à chaleur. Vos besoins en chauffage sont les plus importants. Et donc voilà, ces deux équipements, finalement, ils produisent, ils consomment pas forcément en même temps dans l'année. Et par rapport aux panneaux photovoltaïques, je vais un petit peu en reparler à la fin, mais ce qu'on recommande vraiment, c'est de favoriser l'autoconsommation. Euh, euh, voilà, l'injection sur le réseau des surplus est quand même nettement moins intéressante, euh, et la tarification aussi de l'électricité risque d'évoluer dans le futur, et rendant finalement l'injection euh, encore moins intéressante, surtout au moment où il y a des pics de production, donc typiquement par des journées de grand soleil. Voilà. Et donc pour terminer ici sur le système de chauffage,
En fait, à quel moment on vous recommande de changer votre système de chauffage? Deux cas de figure. Dans le premier cas, si votre chaudière est voilà, vraiment vieille ou dysfonctionnelle, que vous, de toute façon, vous devrez la changer bientôt. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas forcément attendre, de la changer, en essayant quand même déjà de mettre en place l'une ou l'autre mesure d'isolation, de façon à, comme on a dit, ne pas surdimensionner votre nouvelle chaudière. Euh, donc, il faut savoir que les chaudières, elles ont une durée de vie d'environ 20 ans. Et donc, si vous la changez ici en 2025, il y a des chances que vous deviez la rechanger voilà, vers 2045. Et entre-temps, donc, vous aurez l'occasion, a priori, de mettre en place toute une série de travaux d'isolation. Et donc, à ce moment-là, vers 2045-50, quand votre bâtiment sera bien isolé, à ce moment-là, vous pourrez remplacer cette chaudière, cette solution intermédiaire par une pompe à chaleur. Voilà, donc ça, c'est la première situation. Par contre, si votre chaudière est encore fonctionnelle, même si elle n'est pas la plus performante, disons, à ce moment-là, on vous recommande vivement de plutôt commencer par des travaux d'isolation, de vraiment travailler sur vos besoins en chauffage, essayer de les diminuer au maximum, et après seulement de remplacer votre chaudière. Et à ce moment-là, si votre bâtiment est bien isolé, vous pourrez tout à fait envisager d'installer une pompe à chaleur. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à un autre sujet, donc la ventilation. Donc, par rapport à la ventilation, d'abord l'objectif, finalement, le rôle de la ventilation, c'est quoi? Ça va être d'évacuer l'air intérieur qui est pollué et qui est humide, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et d'alimenter finalement les espaces intérieurs en air frais, en air neuf. Donc les polluants qu'on retrouve dans l'air intérieur, c'est tout ce qui est bioeffluent d'abord, donc c'est évidemment c'est le CO2 qu'on rejette, mais aussi les aérosols, on en a beaucoup parlé pendant le Covid. Et alors au-delà de ce que nous on rejette, il y a aussi des polluants intérieurs, donc qui sont liés aux matériaux qu'on utilise, à la peinture par exemple, au vernis, aux peintures, etc. du mobilier. Et certains polluants plus spécifiques comme les particules fines aussi des chaudières. Et donc l'idée de la ventilation, du renouvellement d'air, c'est vraiment d'extraire cet air intérieur qui est pollué, qui est en fait plus concentré dans ces différents polluants que l'air extérieur. Et alors donc c'est important pour des raisons de santé, la qualité de l'air. Voilà, c'est important pour la santé des occupants, mais c'est important aussi par rapport à l'humidité. Il y a ces deux aspects à avoir en tête. Donc, voilà, comme je disais un petit peu tout à l'heure aussi, historiquement, dans les bâtiments, il y avait très peu d'attention à avoir une enveloppe qui soit étanche à l'air. Et donc, on avait un renouvellement d'air naturel finalement par les trous, par les petits espaces, par exemple entre les châssis et le mur, ou simplement aussi dans les châssis. Et donc ça engendrait forcément des inconforts, des courants d'air, des inconforts thermiques, mais aussi des pertes thermiques assez importantes. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de limiter le plus possible le passage de l'air pour limiter les pertes de chaleur. Euh, Donc c'est quelque chose qu'on fait voilà, typiquement avec un nouveau plafonnage, mais aussi des nouvelles peintures. Euh, et surtout, j'en ai un peu parlé, mais quand on remplace des châssis et qu'on isole vraiment bien, qu'on calfeutre les fenêtres, euh, à ce moment-là, voilà, on va vraiment augmenter l'étanchéité à l'air du bâtiment. Euh, mais qui dit voilà, augmentation d'étanchéité dit qu'il va falloir quand même prévoir à ce moment-là un système de ventilation, et donc système de ventilation mécanique idéalement, pour assurer un bon renouvellement d'air avec les bons débits.
qui vont dépendre typiquement de l'occupation. Si un bâtiment est plus occupé, s'il y a plus de personnes, on va devoir ventiler davantage que si le bâtiment, voilà, il y a une ou deux personnes de temps en temps. Et donc le premier message ici, c'est qu'au moment de remplacer vos châssis, c'est vraiment important d'avoir en tête cette ventilation, de réfléchir déjà au système de ventilation que vous allez prévoir, même si, voilà, même si vous faites pas tout d'un coup, disons. Alors, dans les systèmes de ventilation, il y en a de quatre sortes. Dans le cas d'une rénovation énergétique ambitieuse, on va toujours recommander ici les systèmes C et D. Et donc, ce sont des systèmes dans lesquels l'évacuation de l'air intérieur vers l'extérieur va être mécanique et l'alimentation va être soit naturelle dans le système C, soit mécanique également dans le système D. Donc d'abord un petit coup d'œil sur le système C, donc avec une évacuation mécanique et une alimentation, une entrée d'air naturelle. Donc dans ce cas-là, en fait, l'air il est extrait mécaniquement via des extracteurs dans les pièces humides et il est alimenté, donc le bâtiment est alimenté en air neuf via des grilles de ventilation, soit au niveau des châssis le plus souvent, soit au niveau des murs. Ce système-là, il est intéressant parce qu'il va permettre de déjà réguler le débit d'extraction, l'air qu'on extrait. Par contre, le petit bémol, c'est que ici, l'air entrant, il est à la température extérieure. Et donc, voilà, s'il fait froid dehors, on va avoir de l'air plus froid qui rentre. Et par rapport au système D, il est quand même un peu plus facile à mettre en œuvre. Ça demande moins, voilà, de gain, etc. Mais il est aussi un peu moins performant en termes énergétiques. Tandis qu'ici, voilà, le système D, donc ici, le principe, c'est que aussi bien l'entrée d'air, l'alimentation que l'évacuation vont être mécaniques. Et on va avoir un échangeur de chaleur qui va permettre, en fait, donc ici, par exemple, si à l'intérieur, on a 20 degrés et à l'extérieur, on a 0 degré, l'air qui rentre, il va en fait récupérer une partie de la chaleur de l'air qui sort, qui est à 20 degrés. Et donc, en fait, ça va préchauffer l'air qu'on pulse dans le bâtiment. Donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là, en termes de performance. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va on va pouvoir réguler les débits aussi bien d'extraction que de pulsion. Par contre, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. On va avoir davantage de gains techniques. Et donc, voilà, ça dépend un petit peu de la configuration de votre bâtiment. C'est quelque chose qu'on recommande généralement dans la mesure du possible, le système D. Mais voilà, il y a certains cas où ce sera pas possible ou très compliqué. Et donc, à ce moment-là, effectivement, le système C est une solution intéressante aussi. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais très récemment, on a organisé un webinaire sur la ventilation chez Bruxeo et la vidéo est disponible sur notre site web si ça vous intéresse de creuser un peu plus les différentes options et les points d'attention. Voilà. Et alors enfin, par rapport donc, à la ventilation, donc ce qui est important en résumé, c'est avant ou au moment d'isoler, en tout cas, de déjà réfléchir au système de ventilation que vous allez mettre en place. Idéalement, voilà, déjà réfléchir un peu où vous allez placer vos conduits, etc. Et si vous penchez vers un système C, alors au moment de remplacer vos châssis, prévoyez-les avec des grilles de ventilation directement. Comme ça, vous avez déjà fait finalement assez naturellement la première étape de la mise en place de votre système de ventilation. Et alors, dans le cas d'un système D, donc un système avec extraction et amener d'air mécanique, là, après l'isolation, c'est important de bien vérifier le réglage, bien équilibrer le système, les débits.
Voilà. Donc ça, c'était pour la ventilation. J'ai encore ici deux sujets que je voudrais aborder avec vous. D'abord, la surchauffe. Donc, quelques mots par rapport à la surchauffe estivale et comment l'éviter. Donc, la première chose importante, c'est que pour éviter la surchauffe, finalement, on peut agir sur l'isolation. Ok, donc, en faisant des travaux d'isolation, typiquement de la toiture, on va vraiment minimiser le risque de surchauffe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une toiture qui est recouverte d'un roofing noir ou d'ardoise, par exemple, peut atteindre des températures jusqu'à 70-80 degrés. Pour des tuiles, c'est un petit peu plus bas, mais on reste sur 60-70 degrés. Et donc, si on n'a pas d'isolation, en fait, cette chaleur, elle va être transmise directement vers l'intérieur du bâtiment. Euh, voilà. Et alors, au-delà de l'isolation, pour éviter la surchauffe, on va essayer d'agir en protégeant finalement en partie le bâtiment des apports solaires. Donc, finalement, éviter que le soleil tape sur les vitres, en tout cas à certains moments de l'année. Et on va aussi travailler sur les équipements électriques, l'éclairage, qui peuvent participer à la surchauffe. Donc, c'est des apports internes de chaleur potentiels. Et alors enfin, il y a un troisième volet qui est intéressant, c'est le rafraîchissement nocturne. On parle aussi de free cooling. Et donc, c'est le principe en fait de ventiler, de renouveler l'air la nuit quand il est le plus frais, euh, en évacuant l'air intérieur chaud. Voilà. Alors ici, je vais surtout parler des protections solaires dans la suite. Donc le premier message, c'est que souvent, on voit que les protections solaires se limitent à des stores intérieurs. Mais en réalité, ce type de systèmes sont assez peu efficaces pour limiter la surchauffe par rapport à tout ce qui est protection extérieure. Donc en fait, le problème, c'est que c'est le principe de l'effet de serre, c'est que le rayonnement, une fois qu'il aura pénétré dans le bâtiment, dans la pièce, euh, il va être réabsorbé sous forme d'infrarouge et ces infrarouges seront bloqués à l'intérieur du bâtiment, ils ne pourront plus ressortir. Euh, et donc voilà, le principe, c'est qu'on insiste vraiment. Les protections solaires extérieures sont beaucoup plus efficaces parce qu'elles empêchent véritablement les rayons solaires de rentrer dans le bâtiment. Alors, un premier exemple de protection solaire, c'est la casquette. Mm. Donc ça, c'est quelque chose qui est très efficace pour des façades orientées sud. C'est un élément vraiment structurel qu'on va venir rajouter en façade. Et donc, on a ce type de lamelles ici qui, en fait, vont être bien inclinées. Et en fonction de la hauteur du soleil, euh, on va profiter au nom des apports solaires. Et donc, voilà, ici, typiquement, en été, l'idée, c'est de les orienter de telle sorte qu'on évite que le soleil tape sur le vitrage, tandis qu'en hiver, en mi-saison, quand le soleil est plus bas, on va essayer justement, au contraire, de favoriser l'entrée du soleil, ces apports d'énergie solaire. Ce type de système est beaucoup moins intéressant pour d'autres expositions, expositions est-ouest, ou pour des vitrages qui sont inclinés, qui ne sont pas verticaux. Parce que voilà, typiquement ici, à l'est ou à l'ouest, le soleil va être plus bas au moment où il arrive sur le vitrage, même en été. Et donc, voilà, il va quand même rentrer dans le bâtiment. On a aussi tout ce qui est protection solaire mobile. Donc ici, on parle voilà, toujours de solutions de protection extérieure. Et donc, qui peuvent être bien utiles pour des façades qui ne sont pas exposées plein sud, ou quand c'est voilà, compliqué, voire impossible d'installer des casquettes solaires.
Alors on peut plutôt penser à tout ce qui est screen ou store extérieur. Voilà, typiquement aussi pour les Velux. Et alors aussi, on a les brises-soleil orientables. Donc ça, c'est le principe du store vénitien, mais extérieur. Donc aussi avec un système de lamelles, finalement, qu'on peut orienter euh, selon l'inclinaison du soleil. Et enfin, un petit mot par rapport à tout ce qui est coupole et atrium. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très sympa, qui est chouette en termes d'éclairage, de luminosité. Par contre, attention, parce que en fait, le problème de ces solutions-là, c'est que en été, on va avoir une pénétration importante des rayons solaires. Euh, donc, en fait, le soleil va tout le temps taper sur ces vitrages. Et donc, on risque voilà, de participer à la surchauffe. Par contre, en hiver, en fait, on va avoir une pénétration assez faible, le soleil est plus bas. Et donc, en réalité, voilà, ça participe peu au chauffage, à la réduction, disons, des besoins de chauffage en hiver, aux apports solaires en hiver. Euh, mais voilà, si vous avez ce genre de choses dans votre bâtiment, sachez qu'il existe aussi des protections extérieures. Donc ici, voilà, deux exemples sur les slides. Et alors enfin, pour terminer, très brièvement, mais sachez que si, pour des raisons urbanistiques, par exemple, c'est compliqué ou c'est impossible dans votre bâtiment de mettre des screens, des protections solaires extérieures, il existe aussi des vitrages solaires. Et donc voilà, si vous envisagez de remplacer vos vitrages, sachez que ça existe. C'est des vitrages qui vont en fait réfléchir une partie du rayonnement solaire et donc éviter un apport de chaleur. Tout en gardant un bon apport de luminosité, en termes de luminosité. Mais par contre, qui dit réfléchir le rayonnement solaire, ça veut dire qu'on va aussi moins bénéficier des apports solaires en hiver. Donc voilà, donc c'est des choses à réfléchir, vraiment à avoir en tête. Voilà. Et alors enfin, quelques mots ici avant de conclure sur les énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables, bon, bah, il y en a de différents types, plus ou moins adaptés en zone urbaine. Donc, ceux qui sont plus adaptés, c'est la géothermie et le solaire, évidemment. Euh, on peut parler aussi dans certains cas de biomasse éolien. Je vais donner quelques exemples. Par contre, voilà, les énergies, l'énergie de type hydraulique, ça, en contexte urbain, c'est quelque chose qui se fait très, très peu, voire pas du tout. Donc, par rapport à la géothermie, bon, ben, ça, en fait, c'est typiquement l'exemple de la pompe à chaleur géothermique que j'ai abordé tout à l'heure. Euh, pour la biomasse, voilà, on peut citer quelques exemples où on réutilise, par exemple, des déchets verts. On avait une ASBL, une entreprise de travail adapté qui brûlait ses déchets en bois dans une chaudière. Euh, et donc, c'était une façon de valoriser ces déchets en circuit court. Mais attention quand même parce que voilà, il y a des problèmes potentiels de pollution aux particules fines. Donc, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête en contexte urbain. C'est pas toujours possible. Euh, Par rapport à l'éolien, alors voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore, disons, généralisé vraiment, mais il y a des solutions qui existent. En tout cas, voilà, différents types de solutions pour valoriser aussi cette source d'énergie-là, même si ça reste encore assez coûteux aussi aujourd'hui. Et alors enfin, par rapport à l'énergie solaire, donc on a des dispositifs de deux types. D'abord, les panneaux solaires thermiques, donc qui vont permettre de récupérer l'énergie solaire sous forme de chaleur directement. Euh, mais voilà, dans le système de primes qu'on avait jusqu'à présent à Bruxelles, il n'y avait pas de prime pour le secteur tertiaire pour ce type d'installation. Et donc, ça peut être intéressant dans certains cas si vous avez une grande production d'eau chaude sanitaire.
une piscine, mais salle de sport, voilà, d'usage du bâtiment. Euh, et alors évidemment, les panneaux solaires photovoltaïques, donc qui vont permettre de produire directement de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Et donc ça, c'est un système, comme vous le savez, qui est encore assez intéressant à Bruxelles avec le mécanisme des certificats verts. Euh, Même si, voilà, ayez quand même en tête que ces certificats verts, ils sont revus chaque année et ce mécanisme, il est garanti jusqu'en 2027-2028. Après, il va être revu. Et donc, euh, voilà, ne vous dites pas, je vais peut-être installer des panneaux photovoltaïques dans 5-10 ans. Ce sera potentiellement moins intéressant, euh, même si ça restera possible. Euh, et donc, avec le mécanisme des certificats verts, en fait, il y a trois gains liés aux panneaux photovoltaïques. Le premier, c'est, bon, bah, on va en fait produire de l'électricité dont on va autoconsommer une partie, ce qui va permettre de diminuer ce qu'on prélève sur le réseau et donc sa facture. Dans une moindre mesure, mais voilà, quand même, on va pouvoir aussi revendre l'excédent de notre production sur le réseau, donc injecter sur le réseau. Et donc ça va nous permettre, même si à Bruxelles, le compteur ne tourne pas à l'envers, ça permet toujours de récupérer un peu d'argent. Et alors enfin, avec ce mécanisme de certificat vert, en fait, donc selon l'installation et la production photovoltaïque, on va recevoir un certain nombre de certificats verts qui vont être rachetés par des fournisseurs d'énergie fossile. Et donc, en fait, voilà, ça va être un gain qui va être garanti pendant 10 ans euh, et qui va permettre de rentabiliser son installation photovoltaïque beaucoup plus rapidement. Euh, voilà, et alors, je ne vais peut-être pas m'attarder énormément sur cette slide, mais voilà, sachez que dans certains cas, ici le cas de cette crèche, l'installation peut être faite aussi via un tiers investisseur. Donc c'est une entreprise qui va payer l'installation photovoltaïque à votre place, mais qui sera pendant X années, typiquement pendant 10 ans, propriétaire de l'installation et va à ce titre bénéficier des panneaux photovoltaïques, des certificats verts. Euh, mais donc vous pourrez quand même bénéficier de la réduction de votre facture via l'autoconsommation. Mais par contre, voilà, vous n'aurez pas ce bonus associé au certificat vert. Euh, et donc ici, l'exemple de cette crèche, donc on voit que l'installation des panneaux photovoltaïques leur a permis de vraiment réduire ce qu'ils ont prélevé sur leur réseau, leur facture. Par contre, on voit aussi que elle continue ici, elle continue à injecter beaucoup d'électricité sur le réseau. Et ça, évidemment, dans la mesure du possible, c'est plus intéressant, voilà, d'augmenter l'autoconsommation, voire de partager l'électricité. Donc maintenant, à Bruxelles, on privilégie de plus en plus des systèmes de partage d'électricité euh, dans le voisinage, au sein du même bâtiment parfois. Euh, voilà. Et enfin, donc les panneaux photovoltaïques, à quel moment finalement prévoir ce type d'installation? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en parle de plus en plus, c'est important de bien penser à l'isolation de cette toiture avant de poser les panneaux pour éviter de devoir tout refaire au moment où vous isolez. Et bien vérifier que la couverture, que votre roofing, pour une toiture plate par exemple, ou vos tuiles, sont en bon état. Euh, et alors, c'est important aussi de penser à un bon dimensionnement de votre installation photovoltaïque. Et donc, pour avoir une idée finalement de vos besoins, une idée assez précise de vos besoins, bon, bah, c'est monitorer vos consommations d'énergie, d'électricité en particulier ici. Euh, et voilà, et de travailler finalement à réduire vos besoins euh, avant d'installer vos panneaux. Comme ça, vous prévoyez une installation la plus adaptée, disons, par rapport à votre consommation.
Euh, voilà. Et alors enfin, une fois que vous avez fait votre installation, euh, essayez au maximum, donc comme je disais, d'autoconsommer et donc adapter l'horaire de vos consommations et donc de certains équipements, typiquement des machines à laver ou des choses comme ça, si vous en avez la possibilité. Voilà. Et donc ici, pour conclure, euh, donc rapidement par rapport aux aides qui existent aujourd'hui, donc comme vous le savez sans doute, les primes Rénolution sont à l'arrêt pour le moment. On n'est pas sûr que ce sera reconduit, en tout cas sous cette forme. Par contre, il existe d'autres incitants ou aides à la rénovation. Donc typiquement, il existe des prêts à taux réduit pour des investissements. Et donc, il y a les prêts de Crédal et aussi assez récents et aussi les prêts énergie et réno, qui sont notamment intéressants pour les panneaux photovoltaïques. Il y a aussi un certain nombre d'appels à projets. Et donc, ici, on en cite un, celui de la Fondation Roi-Baudouin, Impact Together, qui prévoit un budget d'environ 1 million d'euros à partir de mars-avril de l'an prochain. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Et enfin, il y a un certain nombre de financements publics des pouvoirs subsidiants. Euh, Par exemple, les primes de Bruxelles Économie Emploi, euh, même si c'est en particulier pour donc, des ASBL avec une finalité économique, commerciale, et pour les équipements plutôt que pour l'isolation, pour les travaux d'isolation. Et puis voilà aussi via d'autres pouvoirs subsidiants. Sachez que sur notre site web, on a un document qui reprend voilà, un peu toutes les aides existantes. Euh, Et attention, parce qu'il est différent en français et en néerlandais, donc selon la langue de votre ASBL. Voilà. Et enfin, pour conclure ici, avant de passer aux questions-réponses, on voulait réinsister sur quelques messages importants, messages clés à retenir. Donc la première, vous l'avez bien compris, c'est d'essayer vraiment de planifier vos travaux d'isolation, d'amélioration de performance énergétique, de les penser dans leur ensemble et donc de les phaser en réfléchissant vraiment à l'ordre des travaux pour éviter de devoir refaire et pour éviter des situations de blocage. C'est aussi réaliser au bon moment certaines étapes et donc typiquement la pompe à chaleur seulement une fois qu'on a au moins un peu isolé notre bâtiment. Euh, D'avoir toujours une vision sur le long terme et donc de penser aussi en termes de normes d'isolation ambitieuses, hein. On a dit ces normes évoluent et vont probablement continuer à évoluer, à devenir plus strictes. Et alors enfin, on a tendance parfois à oublier cet aspect, mais ne pas négliger la ventilation. Euh, Quand on travaille sur l'isolation, on rend son bâtiment généralement plus étanche. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On va passer aux questions-réponses et avant ça, je voulais juste donc vous dire, voilà, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter si c'est pas encore le cas. Et surtout, on a ici un formulaire d'évaluation. Et donc, on vous serait vraiment très reconnaissant de prendre, ici, ça dure vraiment 2-3 minutes pour le remplir. Mon collègue va aussi envoyer le lien dans le chat. Euh, voilà, donc pour vous dire ce qui vous a plu, moins plu dans ce webinaire, ça nous permet de nous améliorer. Je vais peut-être rester sur cette slide. Euh, voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions ici. N'hésitez pas à lever votre main. Sinon, il y a peut-être des questions Oui, dans le donc il y chat. avait Oui. une première question à laquelle j'ai répondu dans le chat, mais qui peut intéresser tout le monde, de Jean-Baptiste sur le côté des astreintes si on ne respectait pas les normes de consommation.
Donc la question est un peu de savoir quand, enfin s'il y avait quelque chose qui avait été décidé en termes d'astreinte. Je ne sais pas si tu as une réponse. Non, effectivement, alors ici, vu la situation actuelle à Bruxelles, tout est un peu bloqué. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses, il y a des choses qui sont dans les cartons et qui verront sans doute le jour bientôt. Mais non, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. Il y a eu une volonté pendant des années via Bruxelles Environnement et les primes Rénolution de donner la carotte pour faire avancer les gens. Mais j'ai quand même relativement entendu dans les couloirs parler du fait que la phase un peu bâton risquait d'arriver d'ici peut-être quelques années. Et donc c'est vrai que d'une certaine manière, c'est un petit peu impardonnable de ne rien avoir fait du tout aujourd'hui sur son bâtiment. Euh, et donc, je pense que l'exigence ne sera pas extrêmement poussée, mais rien faire du tout, c'est quand même quelque chose qui est dommage. Donc, nous, on est vraiment là pour proposer avec nos diagnostics énergétiques des quick wins où on peut généralement faire des petits travaux avec des gains assez importants pour des très petits budgets. Et donc, voilà, on vous encourage vraiment à le faire avant que le bâton n'arrive. Et d'autant plus que, comme Clara l'a expliqué, le prix de l'énergie va monter. Donc, c'est vraiment intéressant et important de faire au moins des petits gestes, des quick wins, mettre en place des quick wins économie d'énergie. Donc, voilà. Mais effectivement, les conditions, les dates ne sont pas du tout communiquées, sont encore en discussion. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être. Questionnaire. Ah, ah oui, donc en attendant, je vais effectivement mettre le questionnaire d'évaluation. Donc, il y avait une autre question à laquelle je peux répondre concernant la peinture aluminisée, la peinture aluminium sur les toitures plates. On demandait, donc, Jean-Baptiste qui demandait si ça avait un effet sur la surchauffe. Donc, sur une voiture non isolée, ça a effectivement un effet, parce que, comme Clara l'a dit, un roofing noir peut atteindre des températures de presque 80 degrés, ce qui est quand même commence à être bon pour faire la cuisine. Et une peinture aluminisée va baisser peut-être à 30-35 degrés. Donc, ça a un effet, mais la vraie solution, c'est évidemment isoler la toiture. Parce qu'une toiture très bien isolée, à l'intérieur enfin en dessous de la toiture, il n'y a pas du tout de surchauffe. C'est vraiment bloqué par l'isolation en premier lieu. Donc, ne mettez pas une peinture aluminium sur une toiture non isolée en pensant que vous allez vous protéger de la surchauffe. C'est un peu un pansement sur une jambe de bois, hein. On est sur une petite solution, alors qu'il y a une vraie solution qui est d'isoler en premier. Si votre toiture est déjà isolée, rajouter une peinture aluminisée, ça va avoir un effet plutôt sur les îlots de chaleur urbains, puisque finalement, une toiture noire va capter la chaleur, conserver la chaleur du soleil et la diffuser dans l'espace extérieur. Et donc, il y a de plus en plus une incitation, notamment dans les pays où il y a beaucoup de surchauffe, pour que les toitures soient les plus claires possibles, pour ne pas que cette chaleur fasse des îlots de chaleur urbains qui soient vraiment insoutenables dans les villes, et qu'on pour conséquence qu'après les gens mettent des climatiseurs, ce qui serait aussi une mauvaise solution. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Donc n'hésitez pas vraiment à lever votre main aussi, même si vous n'avez pas euh, écrit votre question pendant le webinaire. On est là pour y répondre, on a encore un peu de temps. Il y a aussi deux personnes qui ont témoigné des questions concernant
les courants d'air de portes d'entrée qui étaient souvent ouvertes dans leur ASBL et de savoir un peu comment se protéger contre ça. Donc, il y a une personne qui a demandé si un rideau de chaleur était une solution. Donc, évidemment, c'est une très mauvaise solution puisque ça consomme énormément d'énergie et que cette chaleur va en grande partie finir dehors. Donc, si vous voulez chauffer la rue, c'est parfait, mais c'est vraiment la pire des solutions qui est plus ou moins discutée en termes de l'interdire, par exemple, pour les magasins qui auraient leurs portes ouvertes et un rideau de chaleur. Donc, je pense pour un usage de l'ASBL, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, c'est quand même pas du tout la solution à privilégier. Euh, donc, comme chaque configuration est un peu différente, comme je l'ai proposé dans le chat, peut-être prenez rendez-vous pour qu'on vienne voir sur place quelle est exactement la problématique. Et on essaiera de faire une analyse adaptée à la situation et vous suggérer des adaptations. Voilà, ça peut être différentes choses. Ça peut être effectivement un SAS, ça peut être un système de fermeture de porte, ça peut être des rideaux, voire plusieurs rideaux. Enfin, il y a différentes solutions qui sont généralement pas très coûteuses, qui vont fonctionner relativement bien. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ce genre de problème, à faire appel à nous. Voilà, et effectivement, de façon plus générale, je mentionnais ce système d'assistance travaux. N'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire directement via notre site web. Et voilà, on viendra faire une visite si nécessaire aussi pour vous aider sur des aspects particuliers, disons. Me voilà, il y a une demande qui a été faite en ligne déjà. Voilà. Mm. Donc, je ne sais pas s'il y a encore une question. Je vois quelqu'un qui est en train d'écrire. Ok. Ok, bon, bah, j'ai l'impression qu'on a fini ici. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi à nous contacter. Donc, voilà, toutes les informations sont sur notre site web, notre adresse de contact et les liens pour vous inscrire à nos différents services. Merci beaucoup pour votre présence ici et à très bientôt.